Il existe au Mexique des endroits qui ne figurent pas sur les cartes touristiques. Ils n'ont ni pyramides majestueuses, ni plages de sable blanc. Ce sont des parcelles de terre oubliées de Dieu et du gouvernement, où le temps ne passe pas. Il ne fait que pourrir. Le soleil ne bronze pas la peau, il la craquelle. La poussière ne se pose pas seulement sur les objets. Elle s'infiltre dans les poumons, dans l'âme. Campeche compte beaucoup de ces endroits. Des lambeaux de jungle et des chemins de terre qui ne mènent nulle part. Dans l'une de ces impasses, dans un ejido appelé la Soledad, il y avait une maison. Ce n'était pas vraiment une maison. C'était une cicatrice dans le paysage. Une tumeur faite de blocs de ciment et de tôle rouillée. Une tombe avec des gens vivants à l'intérieur. Et dans cette tombe, un secret respirait. Un secret aux yeux de son propre sang. Je m'appelle Matteo Del Valle. Et voici Realidad Prohibida. Les histoires que nous racontons ici ne sont pas destinées à nous aider à trouver le sommeil. Elles sont destinées à nous réveiller. Elles nous rappellent brutalement que le monstre le plus terrifiant n'est pas celui qui se cache sous le lit. C'est celui qui s'assoit à table, celui qui vous appelle par votre nom, celui qui partage votre nom de famille. Si vous pensez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être révélée, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi. Faites-le pour les voix qui ont été réduites au silence. Devenez leur écho. Aidez-nous à faire en sorte que leurs cris traversent enfin les murs de l'oubli. L'histoire d'aujourd'hui a un nom en son centre. Manuela. Pour les quelques habitants de l'Ejido La Soledad, Manuela Rios n'était qu'une vieille femme. Une veuve de près de 70 ans, dure comme la terre sèche, silencieuse comme une pierre. Elle vivait avec ses deux fils, Pedro et Juan, deux hommes déjà mûrs mais étrangement soumis, et avec ses petits-enfants. Une famille nombreuse, plongée dans une pauvreté qui se transmet comme la couleur des yeux. Rien d'inhabituel. À la Soledad, la pauvreté était la norme, pas l'exception. Mais la normalité peut être le déguisement le plus parfait pour l'horreur. La maison de Manuela était une forteresse. Personne n'y entrait. Personne n'en sortait, sauf Pedro ou Juan, qui se rendaient au village une fois par semaine pour acheter le strict nécessaire. Toujours ensemble, toujours en silence. Les fenêtres de la maison étaient perpétuellement scellées. Non pas avec des rideaux, mais avec de vieux chiffons, des cartons et des morceaux de bois. Comme si la lumière du soleil était un ennemi mortel. Comme s'il craignait que le monde extérieur puisse voir à l'intérieur, ou que quelque chose à l'intérieur puisse s'échapper. Les enfants ne jouaient pas dans la rue. Ils ne couraient pas. Ils ne criaient pas. Parfois, un voisin croyait voir une petite ombre bouger derrière une fente dans la porte. Un visage pâle et fugace qui disparaissait instantanément. C'étaient les fantômes de l'Ejido La Soledad. Tout le monde savait qu'ils existaient, mais personne n'osait en parler. Dans des endroits comme celui-ci, où la survie est un combat quotidien, la première règle est de ne pas poser de questions. Chaque famille mène sa propre guerre. Chaque porte fermée cache son propre enfer. Et les habitants de la Soledad avaient appris à respecter les enfers des autres pour pouvoir supporter le leur. Mais tout silence, aussi dense soit-il, est destiné à être brisé. Et le silence de la maison des Rios a commencé à se fissurer le jour où Sofia est arrivée. Sofia Mendoza avait 24 ans et une foi presque insultante en la justice. Fraîchement diplômée en travail social, elle avait obtenu un poste au bureau régional du DIF dans le chef-lieu, à 1 heure de la Soledad. C'était son premier emploi. Elle arrivait chaque matin avec une énergie qui contrastait avec l'apathie grise des murs du bureau. Elle considérait chaque dossier non pas comme un numéro, mais comme une vie qu'elle pouvait changer. Ses collègues, des hommes et des femmes endurcis par des décennies passées à voir le pire de l'humanité, la regardaient
avec un mélange de tendresse et de pitié. « Donne-lui 6 mois, se disaient-ils entre eux. Le système va la bouffer toute crue. On a assigné à Sofia une pile de cas froids, des dossiers de routine oubliés au fond d'un classeur métallique. Le numéro 734 attira son attention. Famille Rios. Objet. Possible malnutrition et négligence. L'adresse, Calle sin nombre, lot 14, Ejido la Soldad. La dernière visite enregistrée remontait à 3 ans. Un travailleur social s'était rendu sur place, avait laissé des provisions et avait clos le dossier avec une note. Famille peu coopérative. Il refuse l'évaluation médicale. Sofia ouvrit le dossier poussiéreux. L'odeur du papier vieux emplit ses poumons. Elle lut les noms. Manuela Rios, 68 ans, veuve, chef de famille. Enfant. Pedro Rios, 45 ans, et Juan Rios, 42 ans. Tous deux célibataires, vivant au domicile maternel. Venait ensuite la liste des petits-enfants. 5 enfants. Le plus âgé avait 10 ans, le plus jeune 3 ans. Tous portaient le nom de famille Rios. Sofia fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Elle relut la liste. Elle consulta les actes de naissance joints, des copies floues et abîmées. Sur chacun d'eux, l'espace réservé au nom du père était vide. Une ligne blanche. 5 fois. Ce n'était pas seulement inhabituel, c'était statistiquement improbable. 5 enfants de mères différentes dans la même maison et aucun père reconnu dans aucun cas? Ou 5 enfants de la même mère, dont le nom n'apparaissait nulle part? Le dossier ne précisait pas qui était la mère des enfants. Il les répertoriait simplement comme les petits-enfants de Manuela. Un petit drapeau rouge commença à flotter dans son esprit. Une note discordante dans une symphonie de misère. Il apporta le dossier au bureau de son patron, Ricardo Vargas. Un homme d'une 50aine d'années, avec le cynisme gravé dans les rides autour de ses yeux. Ricardo ne leva pas les yeux de son écran, où il jouait au solitaire. « Qu'y a-t-il, Mendoza? Tu veux déjà sauver le monde avant le déjeuner ?» C'est à propos de cette affaire. Le 734. La famille Rios. Sofia lui montra la liste des enfants. 5 petits-enfants, aucun père enregistré. Nous ne savons même pas qui est la mère ou les mères. Ricardo soupira, comme le bruit de l'air s'échappant d'un ballon dégonflé. Ah, les Rios. Il cliqua avec sa souris. Il avait gagné la partie. Une famille particulière. De la Soldad. Beaucoup de consanguinité dans cette région, tu sais. Des cousins avec des cousins. C'est un désastre génétique. Ne cherche pas de logique là-dedans. Mais c'est mon travail de la chercher. Ça n'a aucun sens. Je dois y aller. Ricardo la regarda enfin. On a déjà envoyé quelqu'un il y a 3 ans. Ils ne l'ont même pas laissé passer la porte. Ce sont des gens fermés, sauvages. Ils lui ont laissé le garde-manger et il est reparti. Fais la même chose. Fais. Va, laisse l'aide. Fais ton rapport indiquant qu'il ne coopère pas et classe l'affaire. Nous avons des cas plus urgents, crois-moi. Mais Sofia ne pouvait pas laisser tomber. Le drapeau rouge dans son esprit flottait désormais plus fort. Et les enfants? Qui va s'assurer qu'ils vont bien? Mendoza, dit Ricardo d'un ton plus dur. Écoute les conseils d'un vieil homme. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner. Cette famille est un trou noir. Ne te laisse pas engloutir. Fais ce que je te dis. C'est un ordre. Sofia retourna à son bureau. Mais les paroles de Ricardo eurent l'effet inverse. Cet avertissement sonnait comme une dissimulation. L'apathie du système alimentait son obstination. Cet après-midi-là, en sortant du travail, au lieu de rentrer chez elle, elle tourna le volant de sa vieille Tsuru et se dirigea vers l'Ejido la Soldad.
La route était une métaphore de l'oubli. Après quelques kilomètres, l'asphalte céda la place à un chemin de terre plein de nids de poules qui secouaient violemment la voiture. De chaque côté, il n'y avait que des montagnes et du soleil. Un soleil blanc et cruel. Il passa devant quelques maisons éparpillées, des cabanes en bois et en tôle, où les gens le regardèrent se passer avec une méfiance palpable. Ici, une voiture étrangère n'était pas une visite. C'était une menace. Le GPS de son téléphone s'est éteint à mi-chemin. Il n'y avait pas de signal. Elle s'est arrêtée à côté d'un vieil homme qui marchait au bord de la route, chargé d'un fagot de bois. Elle a baissé la vitre. « Excusez-moi, la maison de la famille Rios ?» Le vieil homme s'est arrêté. Ses yeux, voilés par la cataracte, l'observèrent en silence. Il ne dit pas un mot. Il leva simplement un doigt osseux et désigna un chemin à peine visible qui s'éloignait de la route principale. Puis, il cracha dans la poussière et poursuivit son chemin. Sophia ressentit un frisson, malgré la chaleur étouffante. Elle prit le chemin de traverse. Le chemin empira, se transformant en 2 simples traces dans les broussailles. Et puis, elle la vit, la maison. Elle était exactement comme elle l'avait imaginé, et en même temps, infiniment pire. Un cube de ciment gris, taché par l'humidité et la moisissure, avec un toit en tôle si rouillé qu'il semblait saigner sur les murs. Les fenêtres étaient scellées. Les broussailles poussaient de manière sauvage tout autour, dévorant presque la structure. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'animal. Il n'y avait aucun signe de vie. Seulement un silence lourd contre nature. Il gara la voiture et descendit. Le silence était si absolu qu'il pouvait entendre le bourdonnement du sang dans ses oreilles. Il s'approcha de la porte métallique corrodée. L'air était épais, chargé d'une odeur douceâtre et rance. Une odeur de déchets et d'autres choses. Quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Il leva la main pour toucher. Il hésita. Son instinct lui criait de faire demi-tour, de partir et de ne pas se retourner. Mais alors, il pensa aux 5 noms dans le dossier, aux 5 espaces vides. Il prit une inspiration et frappa à la porte. Le son résonna, métallique et creux. Rien. Il attendit 1 minute. Le soleil lui brûlait la nuque. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Diff !»« Services sociaux. Je viens faire une visite de routine. » Silence. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il entendit un bruit. Le grincement d'un verrou rouillé qui bougeait. La porte s'ouvrit. Juste une fente. Dans l'obscurité de l'intérieur, un visage apparut. Un visage sillonné de 1000 rides, encadré par des cheveux gris, sales et emmêlés. Et des yeux. Des yeux noirs, petits et brillants comme des morceaux d'obsidienne. Des yeux qui ne regardaient pas, mais qui transperçaient. C'était Manuela. « Que voulez-vous » croissa-t-elle. Sa voix ressemblait au bruit de 2 pierres qui s'entrechoquent. Sophia déglutit, essayant de rendre sa voix professionnelle. « Bonjour, Madame Rios. Je suis Sofia Mendoza, du DIF. Je suis ici pour vos petits-enfants. Pour une visite de suivi. Nous n'avons pas besoin de suivi. Nous allons bien, dit la vieille femme, et elle essaya de fermer la porte. Attendez, dit Sophia, posant instinctivement une main sur le métal chaud de la porte pour l'arrêter. La loi m'oblige à voir les enfants. C'est mon travail de m'assurer qu'ils sont en bonne santé. Manuela la fusilla du regard. Un long silence s'installa entre elles. Sophia sentait son pouls battre dans sa gorge. Elle crut que la vieille femme allait lui fermer la porte au nez. Mais au lieu de cela, après une éternité,
La porte s'ouvrit un peu plus, grinçant en signe de protestation. « Mais, entrez, dit Manuela. Mais vite. » L'intérieur de la maison la frappa comme un mur. L'obscurité était presque totale, et l'odeur était insupportable. Un mélange acide de sueur rance, d'urine, de nourriture en décomposition et de confinement. Ses yeux mirent du temps à s'habituer à la pénombre. Peu à peu, les formes commencèrent à se dessiner. Des tas de vêtements sales partout. Des assiettes avec des restes de nourriture couvertes de mouches. Le sol était en terre battue, humide par endroits. Et puis, dans le coin le plus sombre de la seule pièce qui composait la maison, il les vit, les enfants. Ils étaient assis par terre, regroupés comme une portée d'animaux effrayés. 5 petites ombres, anormalement immobiles, anormalement silencieux. Ils ne jouaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils existaient, tout simplement. Sophia s'approcha lentement, retenant son souffle à cause de la puanteur. Elle s'agenouilla pour être à leur hauteur. Ils étaient incroyablement maigres. Leurs bras et leurs jambes ressemblaient à des baguettes. Leurs vêtements étaient sales et déchirés. Leur visage était pâle, maculé de crasse. Mais c'est leur ressemblance qui lui glaça le sang. Ce n'était pas seulement un air de famille. C'était comme regarder la même personne à 5 étapes différentes de sa croissance. Ils avaient tous les mêmes cheveux raides et noirs, les mêmes yeux sombres et énormes, dépourvus de toute lueur enfantine. Et ils partageaient tous un trait particulier. Une mâchoire large et une forme étrange au niveau du menton. Un écho génétique qui se répétait encore et encore. Une signature. Une erreur. « Bonjour », murmura Sophia, la voix étouffée. « Comment vous appelez-vous » Aucun ne répondit. Leurs regards vides la traversèrent, comme si elle n'était pas là. Seul le plus petit, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans, leva les yeux vers elle pendant une seconde. Et dans ses yeux, Sophia ne vit aucune curiosité. Elle ne vit pas de timidité. Elle vit une terreur pure, nue et ancienne. Une terreur qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait connaître. Elle sentit un mouvement derrière elle. Elle se retourna brusquement. 2 silhouettes corpulentes avaient émergé de l'obscurité. Elles bloquaient la seule porte. C'étaient Pedro et Juan, les fils de Manuela. Ils étaient identiques. Même taille, même corpulence, même expression vide. Et la même mâchoire large des enfants. La même signature. La même erreur. Ils ne dirent rien. Ils restèrent simplement là, à la regarder. 2 statues de chair et d'os qui empestaient la sueur et autre chose, une sorte de résignation animale. La panique, froide et aiguë, monta dans la gorge de Sophia. Elle était piégée. Les enfants, parvint-elle à dire en se levant lentement, ont besoin de soins médicaux et d'une meilleure alimentation. Ils sont très maigres. Manuela, qui était restée près de la porte, eut un rire sec, sans joie. Dans cette famille, nous sommes tous maigres. C'est de famille. Et nous prenons soin d'eux. Nous n'avons besoin de personne d'extérieur. Je vais prendre rendez-vous pour qu'un médecin les examine, insista Sophia, en reculant vers la porte, vers le petit espace qui restait entre les 2 hommes. Ce n'est pas nécessaire, déclara Manuela. Et dans sa voix, il y avait désormais une pointe d'acier, un avertissement sans équivoque. Ne revenez pas ici. Sophia passa entre Pedro et Juan. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de leur corps, l'odeur de leur peau non lavée. Ils ne la touchèrent pas, mais elle sentait leur présence comme un mur physique. Elle sortit de la maison et courut pratiquement jusqu'à sa voiture. Elle n'osa pas se retourner.
Elle démarra le moteur avec des mains tremblantes et accéléra, soulevant un nuage de poussière. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle vit dans le rétroviseur les 3 silhouettes debout devant la porte de la maison, qui la regardaient. Manuela au centre, flanquée de ses 2 fils. 8 pères Dieu en comptant les enfants. Et dans son esprit, tous semblaient être la même Père Dieu, répétée à l'infini. Elle arriva à son petit appartement alors que la nuit était déjà tombée. Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, tremblant de la tête aux pieds. Elle avait la nausée. Elle courut à la salle de bain et vomit. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit son propre visage pâle et ses yeux exorbités par la peur. Dans sa bouche, un goût métallique et amer. Le goût de l'horreur. Elle s'assit sur le sol du salon, serrant ses genoux contre elle. Les images ne cessaient de se répéter dans sa tête. L'obscurité, l'odeur, et surtout les yeux des enfants. Des yeux de vieillards dans des corps d'enfants. Des yeux qui avaient déjà vu la fin du monde. Et la mâchoire. Cette mâchoire. Elle alluma son ordinateur portable. Les doigts encore tremblants, elle tapa dans le moteur de recherche. Trait génétique dû à la consanguinité. Conséquence de l'inceste générationnel. Les pages qui s'ouvrirent étaient une succession de textes scientifiques et de photographies cliniques. Des articles sur des populations isolées, sur des familles royales européennes, sur des affaires criminelles. Et partout, les mêmes mots. Prognatisme mandibulaire, fente palpébrale, retard cognitif, apathie émotionnelle. Les images montraient des visages aux traits exagérés avec des mâchoires proéminentes, comme celle de Pedro, comme celle de Juan, comme celle des 5 enfants. Le drapeau rouge dans son esprit ne flottait plus. C'était une sirène assourdissante qui criait une vérité impensable, monstrueuse. Les enfants n'étaient pas seulement les petits-enfants de Manuela, ils étaient aussi ses enfants. Et les parents étaient ses propres oncles. La vérité la frappa avec la force d'un coup physique, la laissant sans souffle. Ce n'était pas un cas de négligence. C'était une usine à inceste. Une lignée maudite, créée délibérément au cœur de nulle part. Elle se releva du sol. La peur avait disparu. À sa place, il y avait une rage froide et tranchante. Une fureur qui brûlait tout le reste. Elle n'allait pas laisser Ricardo l'arrêter. Elle n'allait pas laisser la bureaucratie la freiner. Elle allait sortir ses enfants de cet enfer. Même si elle devait brûler le système jusqu'à ses fondations pour y parvenir. À l'aube, Sofia n'avait pas dormi. Le café ne parvenait pas à dissiper le film d'horreur qui s'était installé dans son esprit. Elle arriva au bureau du DIF avant tout le monde. Elle attendit Ricardo à la porte de son bureau, le dossier 734 dans une main et sa colère contenue dans l'autre. Quand il arriva, avec son air agacé habituel, il fut surpris de la voir. « Mendoza, tôt le matin. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» dit-il en ouvrant la porte. « La famille Rios ?» lâcha Sofia, le suivant à l'intérieur sans y être invitée. « J'étais là-bas hier. » Ricardo posa sa mallette sur le bureau et la regarda en haussant un sourcil. « Et alors ? Ils t'ont mordu ? Je t'avais dit de ne pas y aller. Pire, j'ai vu les enfants. J'ai vu les enfants. Ricardo, il y a quelque chose de terriblement anormal là-bas. Quelque chose de génétique. Ils ont tous les mêmes traits, une déformation de la mâchoire. Les enfants, les petits-enfants, tous. C'est de l'inceste, j'en suis sûr. » Sa voix, qui se voulait ferme, se brisa sous l'effet de l'urgence. Ricardo s'assit lourdement sur sa chaise. Il se frotta le visage avec les mains. C'était la réaction d'un homme qui ne voulait plus entendre parler de problème. « Sofia, pour l'amour de Dieu,
Tu es devenue généticienne du jour au lendemain? Une déformation de la mâchoire? Cela ne prouve rien. Dans ces communautés isolées, tout le monde se ressemble. Calme-toi. Je ne me calmerai pas, s'écria Sophia en frappant le bureau avec le dossier. Le bruit fit s'arrêter la secrétaire qui passait dans le couloir. Ces enfants vivent dans une porcherie. Ils sont mal nourris, terrifiés et silencieux. Un silence qui crie. Ça ne te dérange pas? L'expression de Ricardo se durcit. Son ton paternaliste disparut, remplacé par celui d'un bureaucrate acculé. Bien sûr que ça me dérange, Mendoza. Mais contrairement à toi, je sais comment fonctionne ce monde. Qu'est-ce que tu as? Une intuition? Un pressentiment? Le système ne fonctionne pas avec des pressentiments. Il fonctionne avec des faits, avec des preuves, avec des formulaires dûment remplis. Il fit une pause, la regardant fixement. Si tu entres dans cette maison en criant « inceste », sans une seule preuve tangible, tu sais ce qui va se passer. Ils vont nous poursuivre pour diffamation, pour harcèlement. La Commission des droits de l'homme va nous tomber dessus. Et la première à perdre son emploi, ce sera toi. Tu comprends? Ta carrière sera terminée avant même d'avoir commencé. Sophia resta figée. Elle sentait un mur invisible se dresser devant elle. Un mur fait de règles, de protocoles, de peurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? Murmura-t-elle, sentant la rage se transformer en impuissance. Tu fais ce que je t'ai dit, déclara Ricardo en ouvrant le solitaire sur son ordinateur. C'était sa façon de mettre fin à la conversation. Tu rédiges ton rapport. Conditions insalubres. Famille non coopérative. Suivi recommandé. Et tu le classes. Et tu passes au cas suivant. C'est comme ça qu'on survit ici, Mendoza, en classant l'horreur un jour après l'autre. Sophia quitta le bureau avec le sentiment de manquer d'air. Le brouhaha du bureau, les téléphones qui sonnaient, les gens qui tapaient sur leur clavier, tout cela lui semblait être une farce. Un théâtre absurde, alors qu'à quelques kilomètres de là, 5 enfants vivaient un cauchemar. Elle regarda ses collègues. Elle vit la résignation sur leur visage. Elle comprit que Ricardo n'était pas le problème. Il n'était qu'un symptôme. Le problème venait du système tout entier, conçu non pas pour résoudre les problèmes, mais pour les contenir. Pour classer la tragédie dans des dossiers et l'oublier. Elle s'assit à son bureau. Pendant des heures, elle fixa l'écran blanc de son ordinateur. Les mots de Ricardo résonnaient dans sa tête. Sans preuve. Elle avait besoin de preuves. Quelque chose qu'il ne pourrait ignorer. Quelque chose qui briserait le mur de la bureaucratie. Mais comment? La famille ne la laisserait pas s'approcher à nouveau. Et même si elle le faisait, que pourrait-elle faire? Prélever des échantillons de sang de force? Elle décida de changer de stratégie. Si elle ne pouvait pas obtenir de preuves matérielles, elle aurait besoin d'un témoignage, quelqu'un de la soldate qui serait prêt à parler. Quelqu'un qui savait ce qui se passait derrière cette porte scellée. Les jours suivants, elle mena une double vie. Le matin, elle faisait semblant de travailler sur d'autres affaires, remplissant des formulaires inutiles. L'après-midi, elle retournait à la soldade. Mais elle ne se rendait plus chez les Rio. Je me rendais chez les voisins. La peur était un mur plus haut que celui de la bureaucratie. La plupart des gens me claquaient la porte au nez dès que je disais que j'étais du DIF. D'autres m'écoutaient quelques secondes, puis secouaient la tête. Je ne sais rien. Je ne veux pas avoir d'ennui. Ils ont toujours vécu comme ça. Les mêmes excuses, encore et encore.
Le nom de Manuela était tabou. Le prononcer revenait à invoquer un esprit maléfique. Les gens baissaient la voix, regardèrent de côté. Ils avaient une peur ancestrale, presque superstitieuse, d'elle. Sofia commençait à désespérer. Chaque jour qui passait était une torture. Elle imaginait les enfants dans cette obscurité, dans ce silence. L'impuissance était un poison qui coulait dans ses veines. Finalement, alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle trouva une fissure dans le mur du silence. Elle s'appelait Elena, une vieille femme de plus de 80 ans qui vivait dans la maison la plus proche de celle des Rios, à environ 200 mètres. Sa maison était modeste, mais propre. Elle avait un petit jardin fleuri. C'était une oasis d'ordre au milieu du chaos. La première fois que Sofia lui rendit visite, Elena refusa de parler. « Je suis trop vieille pour les problèmes, ma petite. Va-t'en. » Mais Sofia revint le lendemain et le jour suivant. Elle ne lui posait aucune question sur les Rios. Elle s'asseyait simplement avec elle sous le porche, lui apportait un pain sucré, lui parlait du temps. Elle l'écoutait se plaindre de ses douleurs, de sa solitude. Peu à peu, la méfiance de la vieille femme commença à s'estomper. Le 4e jour, alors que le soleil se couchait et teintait le ciel d'orange et de violet, Elena soupira. « Cette femme ?» dit-elle soudainement, le regard perdu vers la maison des Rios, qui apparaissait au loin comme une tache sombre. « C'est le diable. » Sofia retint son souffle. Elle ne dit rien. Elle attendit. Quand je suis arrivée dans ce village, il y a plus de 50 ans, poursuivit Elena d'une voix tremblante, Manuela était déjà là. Elle était jeune à l'époque, et elle était déjà bizarre, silencieuse, avec un regard qui vous glaçait le sang. Elle a épousé un bon à rien, un ivrogne qui la battait. Elle a eu 2 enfants, Pedro et Juan. Pauvre créature. Ils ont grandi en vivant un véritable enfer. Elle fit une pause, comme pour reprendre ses forces. Quand son mari est mort, nous avons pensé que les choses allaient s'améliorer pour elle. Mais c'était tout le contraire. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle a enfermé ses enfants avec elle. Ils ont arrêté d'aller à l'école. Nous ne les voyons plus. La maison est devenue de plus en plus sombre, de plus en plus silencieuse. Elena se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure complice. Et puis, ça a commencé. L'histoire des bébés. « Quel bébé ?» demanda Sofia, sentant un nœud se former dans son estomac. Nous avons commencé à entendre des pleurs de nouveau-nés. Ils venaient de cette maison. Une nuit, tout à coup, on entendait un bébé pleurer. Cela durait quelques semaines, puis les pleurs s'affaiblissaient jusqu'à disparaître. Et au bout d'1 an ou 2, ça recommençait. De nouveaux pleurs. Combien de fois ? 5, je les ai comptés. 5 fois au cours des 10 dernières années. 5 pleurs différents qui ont commencé et pris fin dans cette maison. Mais, qui était la mère ? Avez-vous vu une femme enceinte ? Elena secoua la tête, les yeux remplis d'une certitude terrifiante. Jamais. Personne n'est entré ou sorti de cette maison, à part eux 3. Aucune femme, jamais. L'implication était si monstrueuse que Sofia eut du mal à la comprendre. La seule femme dans cette maison était Manuela. Mais elle avait presque 70 ans. C'était impossible. À moins que... Pourquoi personne n'a rien dit ? Demanda Sofia, même si elle connaissait déjà la réponse. À qui l'aurais-je dit, ma petite ? Répondit Elena avec amertume. Au policier du village, qui est le petit-neveu de Manuela. Au maire, qui ne vient que pendant les élections pour acheter des votes.
Nous sommes seuls ici. Nous avons appris depuis longtemps à ne pas voir ce que nous ne devons pas voir. » Le cœur de Sofia battait fort. C'était ce dont elle avait besoin. Un témoignage. « Elena, serais-tu prête à raconter cela devant un juge ?» La terreur revint sur le visage de la vieille femme. « Non, tu es folle. Manuela me tuerait. Ses fils sont comme des chiens enragés. Ils font tout ce qu'elle leur dit. » Alors, Elena s'effondra. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues ridées. Une fois, j'ai essayé de faire quelque chose, sanglota-t-elle. C'était il y a quelques années. Le premier enfant, celui qui doit avoir 10 ans maintenant. Pedrito, je crois qu'il s'appelle, il s'est enfui. Une nuit, il est apparu à ma porte. Il tremblait, couvert de saleté. Il n'avait pas plus de 4 ans. Il m'a dit que sa mère était sa grand-mère et que son père était son oncle. Je ne comprenais pas bien ce qu'il disait, mais la terreur dans ses yeux était bien réelle. Sofia sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Et qu'avez-vous fait, Elena ?» demanda-t-elle dans un murmure. La vieille femme se couvrit le visage de ses mains. Son corps était secoué de sanglots. J'ai eu peur. Je l'ai fait entrer chez moi. Je lui ai donné un peu de lait. J'ai pensé l'emmener au village le lendemain matin. Mais je n'ai pas pu. Que s'est-il passé? Le lendemain matin, ils sont venus. Manuela et ses 2 fils. Ils se sont arrêtés juste là, dit-elle en pointant du doigt tremblant vers le chemin. Ils n'ont rien dit. Ils sont restés là, debout, à me regarder, à regarder ma maison. Ils savaient que l'enfant était ici. J'ai senti leur haine. J'ai senti que si je ne le leur donnais pas, ils brûleraient ma maison avec moi à l'intérieur. Je suis une vieille femme seule, ma fille. Que pouvais-je faire? Les pleurs d'Elena se transformèrent en gémissements de douleur. J'ai ouvert la porte. L'enfant était derrière moi. Manuela l'a vu, et elle lui a dit « Pedro, viens ici. » Et l'enfant est sorti. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a juste marché vers elle, comme un agneau à l'abattoir. Avant que Manuela ne l'attrape par le bras, l'enfant s'est retourné et m'a regardé. Et jamais, jamais de ma vie, je n'oublierai ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui a été trahi au plus profond de son âme. Il me disait « Toi aussi, tu m'as abandonné. » Sofia resta sans voix. L'énormité de la lâcheté et de la tragédie la submergeait. Elle s'approcha et posa une main sur l'épaule de la vieille femme. Elle ne savait pas quoi dire. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais regardé vers cette maison, conclut Elena en essuyant ses larmes avec son tablier. J'ai accroché une croix à ma porte et je prie tous les soirs. Mais parfois, quand le vent souffle de là-bas, j'ai l'impression d'entendre encore leur voix. Sofia avait désormais plus qu'une simple intuition. Elle avait un témoignage. Dévastateur, mais un témoignage tout de même. Même si Elena ne voulait pas témoigner, elle pouvait utiliser cette information. Elle pouvait forcer Ricardo à agir. Le lendemain matin, elle fit irruption dans le bureau de son patron, ignorant la secrétaire qui tentait de l'arrêter. « J'ai un témoin », annonça-t-elle. Ricardo leva les yeux de ses papiers, agacé par cette interruption. Sofia lui raconta l'histoire d'Elena, la fuite de l'enfant, les mots exacts qu'il avait prononcés. Mais sa mère et sa grand-mère, son père et son oncle. Elle s'attendait à voir du choc, de l'horreur. Mais sur le visage de Ricardo, elle ne vit qu'une irritation grandissante. Quand il eut terminé, il se pencha en arrière sur sa chaise et soupira. Un témoin qui a peur de parler
n'est pas un témoin. C'est une rumeur. Le témoignage d'un enfant de 4 ans, rapporté par une vieille femme sénile. Tu crois vraiment qu'un juge va prendre ça au sérieux? Mais c'est la vérité. La vérité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qui peut être prouvé devant un tribunal, dit Ricardo d'une voix froide et distante. Et tu n'as rien. Tu ne fais que causer des problèmes. Tu harcèles une famille et une communauté qui veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. À ce moment-là, le téléphone de Ricardo sonna. Il répondit. « Oui, monsieur le maire. »« Oui, monsieur. »« Je comprends. »« Oui, c'est une nouvelle employée. »« Je vous assure que je m'en occuperai. » Cela ne se reproduira plus. Il raccrocha. Son visage était pâle de colère. « Tu vois ce que tu as fait ?» siffla-t-il. « Le maire. Quelqu'un de la soldade s'est plaint de toi. D'une femme du DIF qui pose des questions et dérange les gens. Tu nous as mis dans le collimateur. » Il se leva et contourna le bureau pour se placer face à elle. « C'est fini, Mendoza. Tu es écarté de l'affaire. Et tu es suspendu 1 semaine, sans salaire. Je veux que tu rentres chez toi et que tu réfléchisses bien pour savoir si cette carrière est faite pour toi. Parce que si tu continues comme ça, je t'assure que ce ne sera pas le cas. Maintenant, sortez de mon bureau. » La porte du système ne s'était pas seulement refermée. Elle avait été scellée avec du ciment. Elle avait été expulsée et menacée. Sofia marche dans les couloirs du DIF comme une somnambule. Elle sentait les regards de ses collègues posés sur elle. La nouvelle qui avait défié le système et avait perdu. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, l'humiliation et la défaite commencèrent à se transformer en quelque chose d'autre, en une idée dangereuse, illégale. Si le système ne voulait pas l'aider, si le système préférait se protéger lui-même plutôt que 5 enfants innocents, alors elle agirait en dehors du système. Les règles n'avaient plus d'importance. La loi n'avait plus d'importance. Seule la vérité comptait. Et elle était prête à tout pour obtenir la preuve irréfutable dont elle avait besoin. Même si cela signifiait retourner dans la gueule du loup. La semaine de suspension fut un enfer et une bénédiction. Un enfer parce que à chaque heure qui passait, l'image des 5 enfants dans l'obscurité devenait plus nette, plus accusatrice. Une bénédiction parce que cela lui donnait le temps de réfléchir, de planifier, de cesser d'être Sofia Mendoza, l'assistante sociale idéaliste, et de devenir autre chose, quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Elle savait qu'un témoignage, aussi déchirant soit-il, pouvait être rejeté. Elle avait besoin de science. Elle avait besoin de quelque chose d'irréfutable. Elle avait besoin d'ADN. L'idée était folle. Elle impliquait une effraction, un vol, une 12aine de délits. Si elle se faisait prendre, non seulement elle perdrait son travail, mais elle pourrait aussi finir en prison. Mais l'alternative, ne rien faire, était impensable. Cela reviendrait à être complice. Elle passa des jours à faire des recherches. Comment obtenir un échantillon d'ADN sans que la personne s'en aperçoive? Un cheveu avec la racine. Un chewing-gum mâché. Une cigarette. Une brosse à dents. Elle avait besoin d'un échantillon provenant d'un des enfants et d'un des hommes, de Juan ou de Pedro. Elle étudia les habitudes de la famille, en se basant sur les quelques informations qu'Elena lui avait données. Les frères allaient au village le mercredi. C'était le jour du marché. Ils partaient tôt et revenaient au coucher du soleil. Manuela restait seule avec les enfants. C'était son moment, à la fenêtre. Le plan était risqué, voire fou. Il irait un mercredi. Il attendrait que les hommes soient partis. Il s'approcherait de la maison sous un prétexte, de la nourriture, des jouets.
quelque chose pour gagner la confiance des enfants, ne serait-ce qu'un instant. Et à ce moment-là, il obtiendrait ce dont il avait besoin. Le mercredi suivant, Sophia se leva avant l'aube. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'habilla avec de vieux vêtements, un jean et un t-shirt sans logo. Elle ne voulait pas avoir l'air d'une fonctionnaire. Elle voulait avoir l'air inoffensive. Elle remplit un sac de pain sucré, de jus de fruits en briques et de quelques jouets bon marché. Une balle en plastique aux couleurs vives et une petite voiture de course. Elle roula jusqu'à la périphérie de la Soldat et gara sa voiture sur un chemin secondaire, caché parmi les arbres. Elle parcourut le dernier kilomètre à pied. Le soleil matinal commençait déjà à taper fort. Elle se cacha dans les buissons, à un endroit d'où elle pouvait voir la maison des Rios sans être vue. Et elle attendit. Les heures passèrent lentement. La chaleur devint plus intense. Les insectes la dévoraient. Chaque craquement de branches, chaque chant d'oiseau la faisait sursauter. Vers 9 heures du matin, la porte métallique grinça. Pedro et Juan sortirent. Ils étaient habillés de la même façon, avec des jeans usés et des chemises à carreaux. Ils marchèrent en silence sur le sentier et disparurent en direction de la route principale. C'était le moment. Sophia attendit encore 30 minutes pour s'assurer qu'ils ne reviendraient pas. Puis, le sac à la main et le cœur battant, elle sortit de sa cachette et se dirigea vers la maison. Le silence était encore plus oppressant que la dernière fois. Elle s'approcha de la porte. Elle ne frappa pas. Elle resta simplement là, à attendre. Au bout de quelques minutes, comme si elle avait senti sa présence, la porte s'entr'ouvrit. L'œil noir de Manuela l'observait dans l'obscurité. « Encore toi !» croassa la vieille femme. « Je t'avais dit de ne pas revenir. »« Je sais, » dit Sophia, essayant de rendre sa voix calme et soumise. « J'ai été licenciée. Je ne travaille plus pour le DIF. C'est juste que je me sentais mal pour les enfants. Je leur ai apporté quelque chose. » Elle leva le sac. Manuela la regarda en silence pendant une éternité. Sophia pouvait sentir sa méfiance, sa haine. Mais peut-être que la mention de son licenciement, le fait de la voir comme une égale, une paria, avait adouci quelque chose chez la vieille femme. Ou peut-être avait-elle simplement vu de la nourriture gratuite. « Pose ça par terre et va-t'en !» ordonna Manuela. « S'il te plaît, » supplia Sophia. « Je veux juste leur donner moi-même. Voir qu'ils vont bien. Et puis je partirai et je ne vous dérangerai plus jamais. Je le jure. » Il y eut un autre long silence. Sophia ne bougea pas. Elle ne cligna pas des yeux. Finalement, la porte s'ouvrit un peu plus. « Donne-les-leur, et va-t'en. » Sophia entra. L'obscurité et l'odeur la frappèrent à nouveau. Les enfants étaient dans le même coin, immobiles. Des ombres. Elle s'agenouilla à une distance prudente. Elle sortit le pain et les jus de fruits. Elle les posa par terre. « Bonjour, » dit-elle à voix basse. « Je vous ai apporté un cadeau. » Les enfants ne bougèrent pas. Leurs grands yeux vides la regardaient sans la voir. Manuela l'observait depuis la porte, telle une geôlière. Sophia sortit le ballon coloré. Elle la fit rouler doucement sur le sol, en terre battue vers eux. La balle s'arrêta juste au pied du plus petit des enfants. Angel. Celui qui l'avait regardé avec tant de terreur la première fois. L'enfant regarda la balle, l'enfant. C'était le seul objet coloré dans tout cet univers de saleté et d'obscurité. Lentement, comme si ses muscles avaient oublié comment bouger, il tendit une main maigre et toucha la surface en plastique. C'était le premier signe de curiosité que Sophia avait vu chez l'un d'entre eux. « Elle est à toi », lui dit Sophia avec un sourire qui lui fit mal. « Tu peux la garder.
L'enfant ne la prit pas. Mais il ne retira pas sa main. Sofia sortit la voiture de course. « Et ça, c'est pour toi », dit-elle à celui qui se trouvait à côté, un peu plus grand. L'enfant ne la regarda même pas. Le temps pressait. Manuela pouvait changer d'avis à tout moment. Elle avait besoin des cheveux. « Tu as de très beaux cheveux », dit-elle à l'une des filles, la seule du groupe. Ses cheveux étaient longs, noirs et emmêlés. « Laisse-moi te les coiffer un peu. » Elle tendit lentement la main. La petite fille se recroquevilla comme un animal battu. « Ne les touche pas !» cria Manuela depuis la porte. Le plan ne fonctionnerait pas. La panique commença à envahir Sofia. Elle devait trouver quelque chose. N'importe quoi. Son regard balaya le sol sale. Elle aperçut un morceau de pain entamé près d'un des enfants. De la salive. Ça pourrait marcher. Elle vit un gobelet en plastique sale. Mais alors, elle vit autre chose. Près du mur, à côté de l'endroit où il dormait, se trouvait un lit de camp délabré. Sur celui-ci, un objet qui n'avait pas sa place là. Une brosse. Une vieille brosse à dents aux poils tordus et sales. Il n'y en avait qu'une. Ils l'utilisaient probablement tous, ou peut-être seulement l'un d'entre eux. C'était risqué, mais c'était sa seule chance. Il fallait créer une diversion. Il regarda Manuela. « Tu as raison, je m'en vais. » Il se leva lentement. « Laissez-moi juste leur donner le jus. » Il ouvrit l'une des boîtes de jus, y inséra la paille et la tendit à l'enfant le plus proche. Celui-ci l'ignora. « Bon, je vous le laisse ici, » dit-elle. Puis, elle trébucha accidentellement. Elle tomba à genoux, se cognant violemment. La boîte de jus vola dans les airs, éclaboussant le sol et l'un des enfants de liquide collant, qui ne broncha même pas. « Maladroche !» cria Manuela en faisant un pas vers l'intérieur. C'était le deuxième qu'il lui fallait. Pendant que Manuela était distraite par le désordre, la main de Sofia se précipita vers le lit de camp. Elle attrapa la brosse à dents, la glissa rapidement dans la poche de son pantalon et se leva, feignant d'être embarrassée. « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement maladroite. Je vais nettoyer. »« Dehors !» rugit Manuela. « Sortez de chez moi immédiatement !» Sofia n'attendit pas qu'elle le lui répète. Elle sortit presque en courant, sans se retourner. Une fois dehors, elle ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint sa voiture. Les mains tremblant de manière incontrôlable, elle sortit la brosse à dents de sa poche. Elle la glissa dans un sac en plastique qu'elle avait préparé. Elle l'avait. Elle avait la clé. Il lui fallait maintenant l'autre partie, l'ADN d'un des parents. Elle savait que Pedro et Juan reviendraient au coucher du soleil. L'idée de les affronter la terrifiait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle retourna se cacher dans les buissons et attendit. Le soleil se coucha. Le ciel se teinta de sang. L'adrénaline du matin s'était dissipée, laissant place à un épuisement nerveux. Vers 6 heures, elle les vit revenir. Ils marchaient du même pas lourd, portant quelques sacs de course. Sofia sortit à leur rencontre sur le sentier. Lorsqu'ils la virent, ils s'arrêtèrent net. Leur visage ne montrait aucune surprise, seulement une expression vide et menaçante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit Pedro, qui semblait être le plus bavard. « Je voulais juste vous parler, » balbutia Sofia. « À propos des enfants, je peux vous aider. Je peux vous obtenir de l'aide du gouvernement, de la nourriture, de l'argent. » Juan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit un pas en avant. Il était plus corpulent que Pedro. Son regard était plus sombre.
Nous n'avons pas besoin de ton aide. Mais les enfants, insista Sophia. Nos enfants vont bien, dit Juan. Et la façon dont il prononça « nos » lui glaça le sang. Sophia savait qu'elle devait provoquer une réaction. Ce ne sont pas vos enfants. Ce sont vos neveux. Et vos enfants. L'effet fut immédiat. L'expression vide de Juan se transforma en un masque de rage. Il se jeta sur elle. « Tais-toi » cria-t-il. Il l'attrapa par les bras avec une force brutale. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. Sophia cria, plus par instinct que par douleur. Pedro intervint. « Juan, laisse-la, ça ne vaut pas le coup. » Juan la secoua violemment. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir son haleine aigre, voir la folie dans ses yeux. « Si tu reparles de ma mère ou de mes enfants, je te tue. Tu comprends ? Je te tue et je t'enterre ici même, et personne ne te retrouvera jamais. » Il la jeta à terre. Sophia tomba sur le sol dur, s'écorchant les mains et les genoux. Pedro tira son frère. « Partons. La vieille nous attend. » Ils firent demi-tour et continuèrent leur chemin vers la maison, la laissant là, allongée dans la poussière. Sophia resta par terre, tremblante, pleurant de douleur et de peur. Mais à travers ses larmes, un étrange sentiment de triomphe commença à s'imposer. Elle leva la main. Entre ses doigts, elle tenait ce qu'elle avait cherché. Une petite mèche de cheveux noirs. Elle l'avait arrachée à Juan lorsqu'il l'avait attrapée. Elle se leva, endolorie. Elle regarda son bras. Les marques laissées par les doigts de Juan commençaient déjà à former des ecchymoses violettes. Elles étaient la preuve de sa petite victoire sordide. Elle avait les deux preuves. La brosse à dents et les cheveux. Le lendemain, elle fit 3 heures de route jusqu'à la capitale de l'État. Elle chercha sur Internet des laboratoires privés spécialisés dans les tests ADN. Elle en trouva un dans un quartier discret de la ville. Elle entra, le cœur battant. Une réceptionniste l'accueillit avec un professionnalisme froid. « Je veux un test de paternité. Et un test de parenté, » dit Sophia en sortant les 2 sacs en plastique et tout l'argent qu'elle avait sur son compte bancaire. C'était ses économies de 2 ans. « Avez-vous une ordonnance du tribunal ?» demanda la réceptionniste. « Non, c'est personnel, » mentit Sophia. La femme la regarda avec suspicion. Mais la liasse de billets posée sur le comptoir était plus éloquente que n'importe quelle explication. Elle prit les échantillons et l'argent. « Les résultats seront prêts dans 1 semaine, » dit-elle en lui remettant un reçu. Cette semaine fut la plus longue de la vie de Sophia. Chaque coup de téléphone la faisait sursauter. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. L'incertitude et la peur la rongeaient. Et si elle s'était trompée ? Et si tout cela n'était qu'une terrible coïncidence et qu'elle avait gâché sa vie pour rien ? Le vendredi matin, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Je vous appelle du laboratoire GenTest. Nous avons les résultats de Mademoiselle Mendoza. » La voix à l'autre bout du fil était celle d'un homme, un technicien. Sophia s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. « Et alors ?» parvint-elle à murmurer. Il y eut un silence. Le technicien semblait hésiter. « Mademoiselle, ces résultats sont très inhabituels. Nous avons dû refaire les tests 3 fois pour être sûrs. Dites-le-moi, s'il vous plaît. » « D'accord. Le test de paternité entre l'échantillon A, cheveux, et l'échantillon B, brosse à dents, donne un résultat positif. Il y a 99,99% de chances que le donneur de l'échantillon A soit le père biologique du donneur de l'échantillon B. Sophia ferma les yeux.
Elle le savait. Juan était le père de l'un des enfants. Mais ce n'est pas le plus inhabituel, poursuivit le technicien. Sa voix semblait sincèrement troublée. Nous avons effectué le test de parenté complet que vous avez demandé. Et les marqueurs génétiques indiquent que les donneurs de l'échantillon A et de l'échantillon B partagent également suffisamment de matériel génétique pour être considérés comme des frères et sœurs à part entière. Le monde de Sofia bascula. Qu'est-ce que cela signifie ? Demande-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Le technicien prit une profonde inspiration. Cela signifie, mademoiselle Mendoza, que le père de l'enfant est également votre frère. Silence. Un silence absolu, cosmique. Père et frère, fils et neveu. La monstruosité de la vérité, désormais confirmée par la science, était si accablante, si obscène, que Sofia sentit son esprit se déchirer en deux. Elle raccrocha sans dire au revoir. Elle resta à regarder le mur de son appartement. Mais elle ne le voyait pas. Elle voyait un arbre généalogique tordu, cancéreux, un serpent qui se mordait la queue. Manuela, ses fils, Pedro et Juan, et les enfants de ses enfants, qui étaient aussi ses enfants. Une dynastie de l'horreur. La rage qu'elle ressentit à ce moment-là était pure, primitive. Ce n'était plus pour les enfants. Ce n'était plus pour la justice. C'était une rage contre la nature même de ce mal. Elle prit le reçu du laboratoire. Il retournerait dans la capitale de l'État le lendemain. Il irait chercher ce rapport. Et avec ce papier en main, il n'allait pas frapper aux portes. Il allait les enfoncer. Il allait déchaîner un véritable enfer sur la tête de tous ceux qui avaient décidé de détourner le regard. Ricardo, le maire, tout le système. La guerre venait de commencer. Le trajet de retour au bureau du DIF était différent. Sofia ne ressentait ni peur ni incertitude. Elle sentait une froide détermination couler dans ses veines. Le rapport du laboratoire reposait sur le siège passager, dans une enveloppe en papier Kraft. Il ne semblait pas très important. Juste quelques feuilles de papier. Mais Sofia savait que c'était une arme nucléaire. Elle n'attendit pas Ricardo dans son bureau. Elle entra dans le bureau principal, se planta au milieu du couloir et attendit. Lorsque Ricardo sortit d'une réunion, discutant animément avec un autre fonctionnaire, il la vit. Son sourire s'évanouit instantanément. « Mendoza, je t'ai dit que tu étais suspendu, » dit-il d'une voix basse et furieuse en s'approchant d'elle. Sofia ne répondit pas. Elle lui tendit simplement l'enveloppe. Ricardo la regarda avec dédain. « Qu'est-ce que c'est ? Ta lettre de démission ? Ce serait la chose la plus intelligente que tu aies jamais faite. »« Ouvre-la, » dit Sofia. Sa voix était calme. Mais elle avait un poids qui fit hésiter Ricardo. Avec un geste d'agacement, il déchira le rabat de l'enveloppe et en sortit les papiers. Il commença à lire, son expression passant de l'agacement à l'incrédulité, puis de l'incrédulité à l'horreur la plus pure et la plus absolue. Ses mains se mirent à trembler. Il pâlit. Il relut le rapport 2 fois, comme s'il ne comprenait pas les mots. Père et frère. Probabilité de 99,999%. Il leva les yeux et regarda Sofia. Pour la première fois, il vit dans ses yeux autre chose que de l'irritation. Il y vit de la peur des conséquences. La peur que ce papier qu'il tenait entre ses mains tremblantes ne soit le verdict de sa carrière, de sa vie tranquille de bureaucrate. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Mon Dieu, c'est vrai. »« Oui, » dit Sofia.
C'est vrai. Et tu le savais. Ou du moins, tu t'en doutais et tu n'as rien fait. Ricardo l'attrapa par le bras et l'emmena dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Tu es folle. Comment as-tu obtenu ça? C'est illégal. C'est inadmissible devant un tribunal. Je me fiche du tribunal pour l'instant, répliqua Sofia en se libérant de son emprise. Ce qui m'importe, c'est que pendant que tu jouais au solitaire et me disais de classer l'affaire, 5 enfants vivaient dans cet enfer. Maintenant, je veux une ordonnance d'intervention. Je veux la police d'État. Je veux des ambulances. Je veux que tu sortes ces enfants de là. Aujourd'hui. Ricardo faisait les 100 pas dans le bureau, se passant les mains dans les cheveux. Je ne peux pas. Pas comme ça. Si je présente ça, la première question qu'on me posera sera « Comment je l'ai obtenu ?» L'enquête se concentrera sur toi, sur moi, sur la procédure, pas sur eux. C'était la même excuse. Le système se protégeait lui-même, même face à l'horreur absolue. « C'est trop gros pour nous », dit-il finalement en s'arrêtant. « Cela dépasse nos compétences. C'est un crime fédéral. Inceste, privation de liberté, abus. Vous devez vous adresser au procureur général de l'État. Apportez-le là-bas. » Il se lavait les mains. Il passait la bombe à quelqu'un d'autre, dans l'espoir qu'elle explose loin de lui. Sofia ressentit une vague de mépris si intense qu'elle faillit l'étouffer. « Très bien, » dit-elle en ramassant le rapport sur son bureau. « J'irai au parquet. » Mais que ce soit clair, Ricardo. Ton nom figurera dans ma déclaration. Je raconterai comment tu m'as ordonné de classer l'affaire. Comment tu m'as suspendu pour avoir enquêté. Si je coule, tu couleras avec moi. Elle quitta le bureau, laissant Ricardo pâle et en sueur. Le bâtiment du parquet général était un monstre de béton et de verre fumé, un temple de la bureaucratie judiciaire. Sofia eut l'impression d'entrer dans un autre labyrinthe, encore plus complexe et dangereux. Après 2 heures d'attente dans une salle impersonnelle, elle fut reçue par un procureur adjoint. Un homme du nom de Morales, jeune, ambitieux, vêtu d'un costume coûteux et dont le regard évaluait les gens comme s'ils étaient des dossiers. Sofia lui raconta l'histoire, depuis le début, sans omettre aucun détail. La visite, les soupçons, le témoignage d'Elena, l'hostilité du système, la menace du maire. Et enfin, elle lui remit le rapport d'analyse ADN. Morales écouta avec une patience professionnelle, sans montrer aucune émotion. Il parcourut le rapport avec la même froideur. « C'est un rapport très convaincant », admit-il en posant le document sur son bureau en acajou. Mais votre patron a raison sur un point. Il a été obtenu illégalement. C'est le fruit de l'arbre empoisonné. Un bon avocat de la défense le réduirait en miettes en 2 minutes. Alors, nous n'allons rien faire ? Demanda Sofia, sentant le désespoir la ronger à nouveau de l'intérieur. Je n'ai pas dit cela, répondit Morales en joignant le bout de ses doigts. J'ai dit que nous ne pouvions pas fonder une affaire pénale sur cette preuve. Mais nous pouvons l'utiliser. Comme levier. Comme une raison pour demander à un juge un mandat de perquisition et, plus important encore, un mandat pour prélever officiellement des échantillons d'ADN. Une lueur d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un dans le système semblait disposé à utiliser les règles en sa faveur, et non contre elle. Mais j'ai besoin d'autre chose de votre part, poursuivit Morales. J'ai besoin d'une déclaration sous serment, détaillée, avec les noms, les dates, les lieux, tout. En particulier la partie concernant votre patron et le maire. L'entrave à la justice est un délit grave.
Et mes supérieurs adorent avoir ce genre d'atout dans leur manche lorsqu'ils négocient avec d'autres branches du gouvernement. Sofia comprit. Morales ne le faisait pas pour les enfants. Il le faisait pour sa carrière. Une affaire de cette ampleur, avec des implications politiques, pourrait le propulser au sommet. Mais cela lui était égal. Elle utiliserait son ambition comme il utiliserait son rapport. Elle passa les 4 heures suivantes avec un notaire, dictant chaque détail de son odyssée. Quand elle eut terminé, elle se sentait vide, épuisée. Elle signa la dernière page. « Bien », dit Morales en prenant la déclaration. « Avec ça et le rapport, je peux aller voir un ami juge. Je pense que je pourrai obtenir le mandat demain matin. Restez joignable. » Cette nuit-là, Sofia ne dormit pas dans son appartement. Elle s'enregistra dans un petit hôtel. Elle avait peur. Elle avait déclaré la guerre à des gens puissants. Le lendemain matin, le téléphone sonna à 7 heures. C'était Morales. « Nous l'avons, » dit-il. Le mandat a été signé à l'aube. L'opération est en cours. Police d'État, experts, psychologue du DIF. Tout le monde est là. Il se dirige vers la Soldade en ce moment même. « J'arrive, » dit Sofia. « Négatif, » l'interrompit Morales. « Vous restez où vous êtes. Vous ne faites plus partie de cette affaire. Vous êtes un témoin. Votre présence ne ferait que compliquer les choses. » Il raccrocha. Sofia resta assise sur le lit de l'hôtel, se sentant complètement inutile. La bataille finale faisait rage, et elle n'était qu'une simple spectatrice. Elle alluma la télévision. Elle zappa d'une chaîne d'information locale à l'autre. Et puis, elle apparut. Un titre urgent. Grande opération policière à Ejido de Campeche. Enquête sur un cas possible d'abus d'enfants à grande échelle. L'image tremblante d'un hélicoptère montrait un convoi de camionnettes de police avançant sur un chemin de terre. Le chemin qu'elle connaissait si bien. Elle vit comment ils encerclèrent la maison. Elle vit les agents en tenue tactique prendre position. Elle vit un homme avec un mégaphone crier « Sortez les mains en l'air !» Il n'y eut aucune réponse. Après quelques minutes, ils utilisèrent un bélier pour enfoncer la porte métallique. Les agents pénétrèrent dans l'obscurité. La caméra de l'hélicoptère resta fixée sur la maison. L'attente fut angoissante. Et puis, ils ont commencé à sortir. D'abord, les enfants, un par un, portés dans les bras des policiers et des ambulanciers. Ils clignaient des yeux sous la lumière du soleil, comme si cela leur faisait mal. Leurs visages étaient des masques de confusion et de terreur. Ils étaient enveloppés dans des couvertures thermiques argentées, comme de petits astronautes perdus sur une planète étrangère. Sofia aperçut Angel, le plus jeune. Un ambulancier le portait. Le garçon ne pleurait pas. Il avait le regard perdu. Et dans sa petite main, il serrait une balle en plastique colorée, celle qu'elle lui avait donnée. Des larmes coulèrent sur le visage de Sofia sans qu'elle s'en rende compte. Puis, ils firent sortir les hommes. Pedro et Juan, menottés. Ils semblaient plus désorientés que les enfants. Ils n'ont pas résisté. Leurs yeux parcouraient le déploiement policier, les caméras, les hélicoptères, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Leur monde, leur petite prison obscure, avait été violé, détruit. Enfin, Manuela est sortie. Elle n'était pas menottée. 2 agentes la flanquaient. Elle marchait d'un pas délibérément lent, presque majestueux. Ses cheveux gris étaient ébouriffés, ses vêtements sales. Mais elle gardait la tête haute. Elle regardait les caméras, les policiers, le monde qui était venu détruire son royaume. Et sur son visage, il n'y avait ni peur, ni regret, ni surprise. Seulement un mépris infini, une fureur froide
et ancienne comme les pierres. C'était une reine déchue, contemplant les ruines de son empire, convaincue jusqu'à son dernier souffle de sa souveraineté absolue. Sofia éteignit la télévision. Le silence de la chambre d'hôtel était accablant. Elle avait gagné. Mais la victoire semblait vide de sens. Elle savait que ce n'était pas la fin. C'était le début d'une autre forme d'horreur. Celle des tribunaux, des médias, des psychologues essayant de reconstruire des âmes qui avaient été pulvérisées. Les jours suivants furent un tourbillon. L'affaire fit la une des médias nationaux et internationaux. L'horreur de Campeche. La grand-mère monstre. Le visage de Manuela était partout. Le parquet, désormais soumis à une immense pression publique, a agi avec une rapidité inhabituelle. Les tests ADN officiels ont confirmé ce que le rapport de Sofia avait déjà révélé. Le procès a été un cirque. Les avocats de Manuela ont plaidé la folie, un trouble messianique. Ceux de Pedro et Juan ont invoqué le syndrome de Stockholm, arguant qu'ils étaient autant victimes que les enfants, prisonniers d'une mère tyrannique. Manuela n'a jamais parlé. Elle s'est assise sur le banc des accusés jour après jour, avec la même expression de mépris impassible. Elle a été condamnée à 150 ans de prison pour une longue liste de crimes. Elle est morte d'une crise cardiaque dans la prison de haute sécurité 8 ans plus tard, sans jamais avoir montré le moindre remords. Pedro et Juan ont été condamnés à 40 ans de prison. Le tribunal a reconnu leur rôle de victime, mais les a jugés responsables de leurs actes en tant qu'adultes. Les enfants ont été le véritable champ de bataille. Ils ont été emmenés dans un centre spécialisé à Mexico. Les psychologues ont parlé d'un traumatisme complexe sans précédent. Leur rétablissement a été lent et douloureux. Ils ont dû réapprendre à parler, à jouer, à faire confiance, à être des enfants. Finalement, ils ont été donnés en adoption à différentes familles, sous de nouvelles identités, dans une tentative désespérée du système de leur offrir un avenir et par la même occasion d'effacer son propre échec retentissant. Et Sofia? Elle a été licenciée du DIF pour violation grave du protocole. Ricardo, grâce à sa coopération avec le parquet, a simplement été muté à un poste administratif dans une autre ville. Le maire a nié toutes les accusations et a été réélu l'année suivante. Le système, tel un organisme blessé, s'était guéri lui-même en expulsant le corps étranger qui le menaçait. Sofia n'a plus jamais travaillé comme assistante sociale. L'expérience l'avait brisée, mais elle l'avait aussi forgée. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas changer le système de l'intérieur. Mais peut-être pouvait-elle continuer à jeter des pierres sur ses fenêtres depuis l'extérieur. La maison de la Soldad a été démolie sur ordre du gouvernement, mais on ne peut pas démolir un souvenir. Pour les habitants de l'Ejido, ce terrain vague restera toujours l'endroit où vivait le diable. Cette histoire, comme tant d'autres que nous racontons, n'a pas de fin heureuse, car l'horreur ne s'efface pas. Elle laisse des cicatrices. Elle laisse des fantômes. Les 5 enfants de Manuela, aujourd'hui hommes et femmes dispersés à travers le monde, ont peut-être construit une nouvelle vie. Mais lors des nuits d'insomnie, dans un silence soudain, ils ressentent peut-être encore le froid de cette maison sombre. Peut-être entendent-ils encore la voix d'une vieille femme qui était leur grand-mère, leur mère et leur maîtresse. La réalité interdite n'est pas toujours un secret. Parfois, c'est une vérité criante que nous choisissons de ne pas entendre. Une maison sombre sur une route poussiéreuse que nous préférons éviter. Je m'appelle Matteo Del Valle et rendez-vous dans la prochaine réalité interdite.